Bonjour à tous et bienvenue. Les chiffres sont trompeurs, n'est-ce pas? Prenez par exemple les bilans DNCG publiés par la Ligue de football professionnel sur leur horrible site internet d'ailleurs. On apprend donc qu'en 2023-2024, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont perdu à peu près 280 millions d'euros. Alors c'est une grosse somme bien évidemment, mais elle reste quand même, allez, on va pas dire mesurée, mais elle peut se comprendre, il y a une certaine proportionnalité vis-à-vis de gros chiffres d'affaires de certains clubs. Bon, c'est pas non plus affolant, même si ça reste beaucoup d'argent. Sauf qu'en fait, 280 millions, c'est pas le chiffre exact. C'est 280 millions après les transferts. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le business model des clubs, c'est on va vendre nos joueurs, se développer nos meilleurs éléments pour espérer maintenir les comptes à flot. Et donc, quand tu fais le calcul, parce que la DNCG le fait pas super bien, c'était toujours des bilans, je trouve, assez opaques, on a encore ces autres charges, on a des fois des sommes en dizaines de millions d'euros, on n'a aucune explication. Et c'est un peu pareil vis-à-vis des mutations, donc des transferts, mais globalement, si tu fais le compte entre les indemnités et le produit, t'as globalement un plus, allez, on va dire, de 270 millions. Sauf que l'année dernière, c'était la dernière tranche de CVC. Vous savez, ces fameuses aides exceptionnelles. Le PSG a pris 130 millions, Marseille et Lyon ont pris 50, Nice, Lille, Monaco et Rennes ont pris 46, et des clubs de Ligue 2 ont pris 1,5 million. Il y a eu à peu près 450 millions d'aides distribuées, sachant que certains clubs de Ligue 1 avaient décalé certaines aides, c'est-à-dire que quand ils avaient un bilan financier pas trop horrible l'année d'avant, ils ont demandé de se payer là. Mais on va dire que 450. Chez moi, 450 plus 280 plus 270, on n'est pas loin du milliard quand même, hein. Donc encore une fois, c'est pas 280 millions de pertes. Avant transfert, réellement, c'est 1 milliard. Alors vous allez me dire, oui, mais il y avait l'argent de CVC, donc là on peut pas les compter. Mais je vais les compter parce que c'est une aide exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle se fait que sur un exercice. Là, cette année, il n'y a pas les 450 millions. Or, est-ce que les clubs avaient planifié cela, avaient budgétisé cela? Non. Comme on peut le voir sur ces bilans d'NCG-là, eh ben, les revenus, ok, sont en hausse, notamment de matchs, un petit peu niveau audiovisuel et tout, c'est très bien. Mais les dépenses aussi sont également en hausse, des commissions d'agents au salaire. Ce qui montre bien que les clubs n'ont pas anticipé la baisse des revenus qui arrive cette année. Et malgré ça, on a des pertes abyssales. Pour clôturer ce préambule, seulement 4 équipes affichent un bilan positif avant les transferts. Angers-Rodez en Ligue 2, Brest et Clermont en Ligue 1. Comme vous voyez, c'est très peu, et il y en a d'autres, bon, ils ont intégré le trading de joueurs dans leur business model, on peut comprendre. Il y a certains clubs, c'est plus ou moins à l'équilibre, on va dire, c'est des sommes un petit peu importantes, mais c'est globalement assez proportionnel par rapport au marché et par rapport aux revenus générés. Le problème, comme vous allez le voir, parce que là on va parler notamment des mauvais élèves, c'est qu'il y en a, c'est complètement disproportionné. Et avant d'évoquer ces clubs qui perdent des dizaines de millions par an avant d'espérer vendre quasiment tout leur effectif, il y a une équipe qui a réalisé une performance inédite. C'est comme si vous enchaînez l'Alpe d'Huez, le Mont Ventoux, le Tourmalet, le Galibier, et qu'on vous dit non, mais il y a encore le col de la Madeleine à monter. Et ça, en une seule étape, directement. Et bien, ce club-là, hors catégorie, c'est évidemment les Girondins de Bordeaux. Je vous laisse regarder ça. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Pleurer parce que je rappelle que c'est un club qui a multiplié les plans sociaux mais qui donne encore des masses salariales pas possibles à des joueurs avec des commissions d'agents faramineuses. Rendez-vous compte que l'an dernier, 22% des revenus des Girondins de Bordeaux sont passés en commission d'agents. C'est un record bien évidemment. Je tiens juste à vous dire 58 millions de pertes en Ligue 2. Je n'ai jamais vu un club perdre plus de 50 bâtons. Alors j'ai presque envie de dire que c'était presque la der de Gérard. Mais non, GG est toujours là comme vous le savez. Il a très bien géré le coup. On a fait une vidéo spéciale. Quand je dis très bien géré, pour lui et ses intérêts bien évidemment. Bordeaux, qui va-t-il remonter en N1? Est-ce que c'est viable et tout? Mais regardez simplement ce bilan. Comment vous pouvez m'expliquer que des gens qui vous disent que non, ils sont là pour la pérennité, etc. Le club fait même pas 22 millions de revenus et ils perdent 58 millions. C'est-à-dire que les pertes du club, c'est plus du double du chiffre d'affaires. La masse salariale, mais elle est pas... Regardez la masse salariale. On est... Je rappelle, il n'y a même pas 22 millions de revenus. La masse salariale est quasiment à 38 millions. C'est-à-dire que la masse salariale de Bordeaux, elle est supérieure à beaucoup de clubs de Ligue 1. Et malgré ça, tu fais une année médiocre en plus sportivement. Donc, hors catégorie, Gérard Lopez avait quand même de sérieux concurrents. Et je ne résiste pas à l'idée de vous montrer le bilan du FC Lorient parce que il faut rappeler que ce club-là est descendu. Et perdre 37 bâtons avant transfert pour descendre, avoir une masse salariale équivalente, même supérieure à ton chiffre d'affaires, c'est de l'art. Je ne parle pas des commissions d'agents, quasiment 5 millions, c'est vrai. Mais en fait, Lorient tient sa survie, parce que regardez, vous dites à la fin, oh bah on fait un bénéfice. Rappelez-vous, Lorient est notamment racheté par Bill Foley de Bournemouth, et vous avez tous ces transferts entre Lorient et Bournemouth pour, on va dire, laisser le club à flot. Maintenant, je vous pose une question, comment on peut justifier de perdre 37 millions par an à Lorient en Ligue 1? C'est une belle performance qui a
qui a failli être détrôné par un autre club qui joue avec le feu depuis bien longtemps. Alors c'est vrai, je sais, il y a un des dirigeants, il adore montrer sa Maserati ou sa Lamborghini, et les notes de frais du stade de Reims en termes de restauration et de bouteilles, notamment quand il y a des rendez-vous, tous les agents adorent parce que tu as l'impression que c'est du 5 étoiles tout le temps. Alors on mène la très grande vie à Reims, et à l'époque on disait c'est un club modèle. Comment on peut avoir un club modèle qui perd 35 briques par an? 35 bâtons? Et vous n'avez pas rêvé? Reims, club familial, on entend ci et ça. Reims, avant les transferts, ils perdent 35 bâtons. Mais ils vont te dire, c'est bon, nous on fait du scouting. Du scouting ou des agents, je sais pas, j'ai un petit doute quand même. Hein. Mais bon, dans tous les cas, Reims, qui brade son effectif, comme on l'a vu, pourquoi il brade l'effectif? Et pourquoi cet hiver, il courait après les millions, fallait vendre parce que on commence à être dur. 35 millions de pertes avant transfert. Alors là, on rigole. Je rappelle que là c'est l'année dernière, avec les droits TV corrects. Là, cette année, il n'y a plus les droits TV. C'est-à-dire que là, l'année dernière, ils ont pris plus de 20 millions de droits TV, Reims. Cette année, ça va pas être 20, hein, ça va même pas être 10, hein, ça va être entre 5 et 8, Reims. Donc ça veut dire que 35 millions, moins 12 millions, chez moi tu vas perdre entre 45 et 50 millions avant transfert. Oh c'est bien joué. Puis la masse salariale qui ne fait que monter à Reims depuis des années. Mais encore une fois, ce que j'aime bien avec le football français, c'est que les mecs, on les a prévenus. Mais non, ils continuent à dépenser plus pour des résultats toujours médiocres. Donc évidemment, sur le podium. Pêle-mêle, on pourrait évidemment évoquer Strasbourg. Heureusement qu'ils ont Blouko, hein, parce qu'ils perdent 40 bâtons par an avant transfert. Quant à Nantes, toujours des autres charges très élevées, 26 millions notamment. Et on avait réduit un petit peu le déficit structurel à Nantes. Et puis là, l'année dernière, bon voilà, open bar, 30 bâtons perdus. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a la logique des transferts. Encore une fois, tu peux, admettons, Le Havre, c'est vrai que c'est compliqué quand t'es en Ligue 1, t'as quand même des charges et tout, ils perdent plus de 10 millions. Mais tu te dis, bon, 10 millions, tu peux potentiellement tenir. Quand c'est 30-35 millions chaque année, donc tu dois vendre, ou à moins que l'actionnaire te couvre ça, en fait, il faut le mettre sur le long terme. C'est comme je vous ai dit, Reims, où on peut prendre par exemple l'exemple de Montpellier, qui a toujours une masse salariale absolument incroyable, quasiment équivalente à ses revenus, qui perd avant transfert 25 millions. Donc vous imaginez, en plus, maintenant il n'y a plus les droits TV, vous y mettez sur 3 ou 4 ans ces chiffres-là. Par exemple, reprenez mes amis de Reims. Là, cette année, on est d'accord, c'est entre 40 et 50, mais on va être gentil, on va leur dire 40. Donc vous imaginez que sur les 5 prochaines années, Reims perdra au moins 200 millions comme ça. C'est vrai que c'est une entreprise qui vous doit valoir beaucoup d'argent et on félicite évidemment Jean-Pierre Caillot et toute la fine équipe pour une telle gestion financière. Néanmoins, il y a un autre club qui m'a fait tilter, c'est le Stade Rennais. Il y a une ligne où j'ai fait, mais c'est pas possible. Regardez bien, 107 millions de revenus hors transfert, vous le voyez. Puis la ligne d'en bas, vous voyez, la masse salariale. Mais comment la masse salariale peut être plus haute que ce que tu gagnes? Mais sans déconner. 111 millions. Et là, je me dis, mais avec Arnaud Pouille qui est venu, Massara et tous les transferts de Rennes, on est à combien masse salariale cette année? L'année dernière, on était déjà à 111. Je pense que Marseille a du souci à se faire. Parce que, évidemment, c'est l'autre exemple. Marseille, ils ont pris en plus 50 millions de CVC, donc c'est 50 millions d'aides exceptionnelles. Ils trouvent le moyen de perdre au final 39 millions, 44 avant transfert. Et encore, il y a une aide exceptionnelle de 50 millions. Donc cette année-là, elle ne sera pas là, l'aide. Hein. Donc cette année, Marseille va perdre 100 bâtons. On est obligé évidemment de parler de Metz, mais je suis fatigué avec le FC Metz. Metz me fatigue. Comment un club comme ça peut encore perdre 15 briques avant transfert? Et encore, on va quand même leur rendre gloire, ils ont un petit peu baissé leur déficit structurel. Et puis enfin en Ligue 1, on est obligé de parler du PSG, qui a la plus grande perte, plus de 60 millions, tout en tenant compte qu'il y a eu des ventes. Parce que regardez avant transfert, hein, c'est 230 millions de pertes, et ils ont obtenu 130 millions de CVC de la même année. Donc allez, on va dire au final, ils perdent 200 bâtons en comptant les achats et les départs et tout, mais c'est redescendu un peu plus de 60 parce qu'ils ont pris plus de 130 millions de CVC. Donc encore une fois, cette année, ils ne l'auront pas. Ils ont bénéficié d'un excellent parcours avec des champions l'année dernière, encore cette année, mais ça montre bien que économiquement, comparé aux 13 autres gros clubs européens, en fait, Arsenal perd pas autant, Liverpool perd pas autant, le Real perd pas autant. En fait, là, ça me fait penser à un bilan économique presque de la Juventus. À la seule différence, c'est que ce n'est pas la famille Agnelli derrière le PSG, mais un fonds souverain. Passons maintenant à la Ligue 2 et mes petits chouchous, les irréductibles Picards qui continuent leur gestion folklorique. On fait à peu près 12 millions de revenus? Bah tiens, d'après vous, c'est combien les pertes? C'est au moins 15 briques. Donc encore une fois, le déficit est plus important que les revenus générés. On est un peu comme Bordeaux. Puis d'ailleurs, je ne résiste pas à l'idée aussi des commissions d'agents. Plus de 2 millions de commissions d'agents. Ça fait beaucoup quand même. Et 15 millions avant transfert. Alors c'est vrai, Amiens arrive toujours à s'en sortir, ils arrivent à vendre des joueurs, mais en fait, il y a un tel laisser-aller. Le club est presque laissé à l'abandon. Économiquement, ça ne fait strictement aucun sens. Et ce qui est très drôle, c'est que John Williams, vous savez qu'il fait aussi le recrutement de Bordeaux, mais il faisait aussi celui d'Amiens. Je trouve que c'est un joli symbole quelque part. Ensuite, dans les clubs où tu ne comprends pas grand-chose, on est obligé de parler du Stade Malherbe de Caen. Et on se demande comment des gens se sont dit « Oh, mais chouette! C'est une bonne occasion !» Le club était en lambeaux, ça n'allait pas du tout dans le vestiaire, il n'y avait rien qui allait.
Et tu regardes le bilan financier, ils perdaient plus de 11 millions avant transfert, ce qui est énorme. Sachant qu'en plus, Caen, c'est la 3e équipe les jours de match, dans les recettes de jours de match en Ligue 2, ce qui est énorme, hein, derrière Saint-Etienne et Bordeaux. Ce qui montre à quel point c'est le public, quelque part, qui tient le Stade Malherbe. Mais comment tu peux avoir une masse salariale qui est supérieure, encore une fois, à ce que tu gagnes? Mais c'est le b.a.-ba. J'ai pas fait comptabilité, mais il faut pas être né de Saint-Cyr pour comprendre ça. Donc bien évidemment, Caen, on peut dire Grande D, pareil quasiment à Guingamp, qui perd quand même 7 millions avant transfert, ce qui est beaucoup, même s'il y a beaucoup de coûts de structure. Donc allez, on va tempérer. Par contre, le PFC, non seulement ils sont pas encore montés l'année dernière, mais ça perd 15-16 bâtons avant transfert. Ça va qu'il y a des fonds derrière, hein, parce que tranquille. Mais à un moment donné, il va falloir peut-être demander des comptes à ceux qui gèrent l'argent. Enfin, je sais pas. Vous allez me dire après. Hein. C'est comme 3. 3, ça va, il y a Manchester City derrière. Bah, heureusement qu'il y a Manchester City, hein, parce qu'il y a 17 millions de pertes avant transfert en Ligue 2. En Ligue 2, 17 millions, mais c'est la régalade quelque part. Valenciennes, c'est un peu pareil. Valenciennes, ils perdent 10 briques. Donc maintenant, il y a Southampton et tout. Et on remarquera que là, ce qui est beau, Valenciennes, ils sont tombés en perdant 10 briques avant transfert. Félicitations. 3, ils avaient tombé le moyen de descendre sportivement, perdant 17 briques. Et la plupart des mecs sont toujours en poste. Grande D. Mais grande D. C'est-à-dire que tu regardes les bilans financiers de 3 et Valenciennes, c'est un peu comme les commissions d'agents à Reims. 10 millions. Reims, plus de 10 millions. Alors je veux bien, il y a du transfert entrant et sortant. Mais ça veut surtout dire qu'il y a du mandat. C'est-à-dire qu'à tous les transferts, je pense qu'à Reims, si on mettait des mandats, on a expliqué certaines méthodes et tout, mais promis, bientôt on fera une vidéo Stade de Reims, parce que on parle beaucoup d'Amiens dans le folklore, mais ce serait oublier Reims. Pour finir, on va quand même mentionner quelques bons élèves. Alors je tiens surtout à mettre Angers en avant, parce que normalement quand tu descends de Ligue 1 à Ligue 2, bah, la chute des droits TV, etc., c'est très compliqué. Hein. Vous avez vu pour Auxerre perdait 12-13 millions, Saint-Etienne perdait aussi. Et ben Angers a réussi à afficher un bilan à l'équilibre, et en plus à remonter. Donc incontestablement la saison 2023-2024, financièrement et même corrélation sportive, Angers numéro 1. On va parler aussi de Brest qui trouve le moyen de se qualifier en Ligue des Champions et qui est positif avant transfert. Énorme bravo à ceux qui gèrent le club. Je parle pas de certains transferts, je parle du reste globalement, c'est très sain. Clermont, alors oui, mais Clermont, vous avez vu la gestion financière low cost et certains intérêts dividendes, notamment pour le président, les management et tout, donc on va pas féliciter Clermont, non. Souvent on entend que Lille c'est mieux. Alors oui, Lille qui était sur le point de mourir quasiment avec Gérard Lopez, on voit au final ils affichent 16 millions de profit, sachant qu'ils avaient un déficit structurel de quasiment 20 millions, donc ils ont bien vendu et tout. Sauf quand même on va tempérer, même s'il y a du bon, attention, Lille avait reçu 45 millions d'aides de CVC l'année dernière, donc c'est pour ça qu'en fait le bilan est équilibré sur ces aides exceptionnelles. Sauf qu'avec le parcours en Ligue des Champions cette année, normalement je pense que Lille sera quasiment positif ou plus ou moins positif. Donc c'est bien à ce niveau-là, même s'il faudra encore un petit peu réduire le déficit structurel. Et en Ligue 2, bah, on a quand même des clubs qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Alors ça a été très dur pour Concarneau, ils perdent plus d'1 million au final parce qu'en fait ils ont eu beaucoup de coûts. Vous savez, la sécurité, les déplacements, parce qu'ils n'ont pas pu jouer à domicile. Donc ça a amputé évidemment une partie des revenus les jours de match. Ça a ajouté des petits coûts, mais si vous regardez, ils n'ont pas énormément dépensé. Alors Dunkerque avait un déficit, le rachat et tout, là ils perdent 3 millions, mais ils essayent plus ou moins d'équilibrer. Et voilà, avec un actionnaire qui pouvait couvrir, etc. Globalement, je trouve qu'il y a une bonne corrélation financier-sportif, c'est même très très bien. Il y en a d'autres qui essayent, comme Pau, mais qui, cette fois, il y a quand même beaucoup plus de coûts. Plus d'1 million, dont 3,9 millions d'autres charges, je ne sais pas trop. On a que Viro, hein, globalement aussi, qui rentre globalement dans son budget. Mais il y a des élèves qui essayent du moins d'anticiper et qui sont corrects. Mais quand on regarde au niveau général, non, c'est pas 280 millions qu'il faut voir. Il faut voir qu'on a quasiment encore perdu 1 milliard. On les a pas perdus officiellement parce qu'on a dû se dépeupler de nos meilleurs joueurs comme d'habitude et bénéficier d'aides substantielles mais éphémères et exceptionnelles. Sans CVC, quid de l'avenir du football français, bien évidemment. Et quid aussi du site de la Ligue de football professionnel, parce qu'avoir autant d'argent et une chose absolument aussi inutilisable, ça pose quand même question, mais c'est aussi symbolique de l'état de notre football. Sur ce, keep the faith.